Une guerre semblait imminente. Une première frappe pouvait survenir à tout moment. Je me suis dit, si Cuba se trouve dans une guerre aussi désastreuse, nous serons rayés de la carte. Robert Kennedy est venu me voir et m'a dit « Monsieur l'ambassadeur, la situation est très tendue. Vos missiles viennent d'abattre notre avion. Nos généraux exigent que nous rétorquions. Si nous vous bombardons, vous allez riposter. Que pouvons-nous faire ?» Durant les années 1940 et 1950, l'île de Cuba est le terrain de jeu des États-Unis. Les plages, l'alcool et les casinos. La Havane a tout cela. À Cuba, les terres et les entreprises appartiennent presque entièrement à des sociétés américaines. Nous considérions Cuba presque comme une partie des États-Unis, juste un merveilleux petit pays là-bas qui ne menaçait personne et qui était plutôt un actif important pour les États-Unis. Le dirigeant de Cuba, Fulgencio Batista, est un dictateur brutal. Le peuple se tourne contre lui. Après des années de guérilla dans les montagnes, un avocat de 33 ans qui a du charisme, Fidel Castro, fait son entrée à La Havane le 8 janvier 1959. Le triomphe de la Révolution a été un modèle d'ordre. Il n'y a pas eu de meurtre, pas de crime. Tout s'est déroulé dans un ordre parfait. Dans cet ordre parfait, plus de 500 membres de l'Ancien Régime sont jugés pour crimes contre le peuple et exécutés. Craignant l'avènement d'un nouveau dictateur, des milliers de Cubains s'exilent aux États-Unis. Mais pour la plupart, Castro est un héros. La Révolution a promis de l'emploi et de l'honnêteté dans l'administration, ce qui n'avait jamais existé à Cuba. Il y a eu des programmes de soins de santé et d'éducation qui n'avaient jamais existé avant. D'abord et surtout, Castro nationalise les millions d'hectares de terre des sociétés américaines et il les donne au peuple. Impatient de parler de sa révolution au monde, Castro s'envole pour New York afin de prendre la parole aux Nations unies. Le président Eisenhower est trop occupé pour le rencontrer. Mais le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev est ravi de donner l'accolade à un nouveau révolutionnaire et lui offrir une aide économique. Cuba a décidé d'acheter du pétrole soviétique à meilleur prix. Le pays pouvait aussi obtenir du crédit de l'Union soviétique qui était disposée à nous aider. Mais les compagnies américaines ont refusé de raffiner le pétrole. Incapable de raffiner le pétrole soviétique, Castro fait face au désastre économique. Il envoie la milice et prend le contrôle des raffineries étrangères à Cuba. La réplique des États-Unis ne tarde pas.
En conférence de presse à la Maison-Blanche, le président Eisenhower a annoncé que la part cubaine du marché du sucre aux États-Unis a été réduite de 95% en réaction à ce que le président a qualifié de politique d'hostilité délibérée de Fidel Castro. À mesure que la tension monte, Castro nationalise d'autres investissements américains d'une valeur d'1 milliard de dollars. Le président Eisenhower, furieux, instaure un embargo commercial total et ordonne à la CIA de recruter des exilés cubains. Ils seront entraînés en vue de détruire le régime de Castro. Les agences gouvernementales des États-Unis ont commencé à entraîner des gens à bombarder Cuba et brûler les champs de canne à sucre. Ils utilisaient de petits avions et des bombes incendiaires pour mettre le feu aux champs. C'était très grave. C'était la seule richesse que nous possédions. Ils ont mené une guerre sale contre notre pays. Des unités de guérilla étaient actives dans chaque province, même à La Havane. Plus d'une centaine de personnes sont tuées par l'explosion du cargo belge La Coubre dans le port de La Havane, alors qu'on décharge sa cargaison d'armes et de munitions. On soupçonne un sabotage de la CIA, mais il ne sera jamais prouvé. Castro se tourne vers l'Union soviétique pour obtenir de l'aide. Il aurait sans doute adopté une autre ligne de conduite si les Américains avaient été plus conciliants à son endroit. La guerre froide était à son paroxysme. Tout ce qui déplaisait aux Américains était donc bienvenu dans ce pays, et vice-versa, je dirais. Dans une base secrète dans la jungle du Guatemala, des agents américains de la CIA ont entraîné des exilés cubains en vue d'une invasion de Cuba. Ils croient que cela va inciter le peuple cubain à se soulever et à renverser Castro. On présente le plan au nouveau président John F. Kennedy. Kennedy s'est dit qu'il ne pouvait tourner le dos à un plan dont il héritait et selon lequel une bande d'exilés cubains allait libérer leur propre pays. Les États-Unis devaient les aider à se débarrasser d'une dictature communiste dans notre hémisphère. La CIA induit gravement en erreur le nouveau président en lui promettant une victoire facile et la fin du problème cubain. Kennedy donne son accord à l'invasion, mais il exige des changements fondamentaux afin de dissimuler l'engagement américain. À peine 3 jours avant l'invasion prévue, Kennedy nie toute possibilité d'une intervention américaine. There will not be under any conditions be an intervention in Cuba by United States Armed Forces. And this government will do everything it possibly can, and I think it can meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. Pendant le discours de Kennedy, les troupes d'invasion se rassemblent. Une première vague de bombardiers américains prévoit de détruire au sol l'aviation de Castro. Craignant que cela ne révèle le rôle de Washington, le président ordonne qu'on réduise l'ampleur de l'opération. Le 15 avril 1961, seulement 6 bombardiers américains aux couleurs de l'aviation cubaine décollent du Nicaragua pour une attaque décisive contre les aéroports cubains. Mais avec si peu de bombardiers, seulement 3 avions cubains sont détruits. 7 civils sont tués. À l'enterrement des victimes, Castro, qui veut obtenir l'aide des Soviétiques, finit par déclarer que la révolution est socialiste.
es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Continuamos preparando. Resistir nada. Nous nous sommes préparés à résister à une invasion contre toutes les forces dont nous savions que les Américains disposaient. Le lendemain, seulement 1500 exilés équipés d'armes et de munitions américaines arrivent à la baie des Cochons, à 200 km au sud de La Havane. Les avions américains devaient protéger les troupes pendant le débarquement. Mais Kennedy, qui fait maintenant face à la réprobation internationale à la suite du premier bombardement, annule l'appui aérien. Le reste de l'armée de l'air de Castro détruit rapidement les navires de transport de munitions essentiels. Croyant à tort qu'il s'agit d'une invasion américaine à grande échelle, Cuba mobilise toutes ses forces. Privés de l'appui de l'armée de l'air américaine et d'approvisionnement, les effectifs d'invasion manquent de combattants et de munitions. En moins de 72 heures, les envahisseurs sont faits prisonniers ou tués. Je n'ai réalisé que la mission était impossible que le dernier jour, presque à la fin. Nous avions confiance en nos alliés. Jamais nous n'avons pensé qu'ils nous laisseraient tomber, qu'ils nous abandonneraient. John Kennedy était atterré par le fiasco de la baie des Cochons. Et il a dit lui-même que c'était un fiasco. Il n'était pas habitué à l'échec, ni en politique, ni dans la vie. Il était plus angoissé que je ne l'avais jamais vu. Il a dit « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Castro survit et humilie Kennedy. La CIA doit réviser son plan d'action. Notre travail consistait à élaborer de nouveaux plans d'un autre genre que celui de la baie des Cochons. De nouveaux plans pour, entre guillemets, se débarrasser de Castro et de son régime. Toutes les propositions y passent, de l'assassinat à la vaporisation de LSD dans un studio de télévision pour faire croire que Fidel est devenu fou. Peu importe ce qu'ils ont tenté, Castro s'en est servi. Bien établi et plus en sécurité dans son propre pays, il cherche à exporter la révolution au reste de l'Amérique latine. Inquiets de ce projet, les États-Unis maintiennent les pressions contre Castro. Au printemps de 1962, 40 000 Marines américains participent à un exercice d'invasion d'une île des Caraïbes. Nous l'avons fait expressément pour que Castro y accorde plus d'attention au lieu de causer des ennuis en Amérique latine et en Amérique centrale. Mais comme nous l'ont dit plus tard les Cubains et les Russes, ils croyaient vraiment que les États-Unis avaient l'intention d'attaquer Cuba, de sorte que Castro réclamait toujours de l'aide. Le plaidoyer de Castro inspire le dirigeant soviétique Khrouchtchev à faire une offre surprenante. Il a vanté la force nucléaire de la Russie aux yeux du monde, mais en réalité, il connaît bien les limites de ses missiles à longue portée. Il possède quand même des missiles nucléaires à moyenne portée. À partir du territoire de l'Union soviétique, nos missiles ne pouvaient atteindre le territoire des États-Unis, mais une fois déployés à Cuba, ils devenaient des armes nucléaires stratégiques. Cela signifiait, en termes pratiques, que nous avions une chance de réduire l'écart entre nos armées. J'ai immédiatement compris l'importance stratégique de ces missiles en sol cubain. Les Américains avaient déjà transporté des missiles similaires en Turquie. Je me suis dit, si nous nous attendons à ce que les Soviétiques se battent pour nous, qu'ils prennent des risques pour nous,
voir qu'il s'engage dans une guerre. Il serait immoral et lâche de notre part de refuser la présence de ces missiles à Cuba. En juillet 1962, au nez des Américains, le premier de 150 navires soviétiques transportant des missiles nucléaires bien camouflés et plus de 40 000 soldats appareillent pour Cuba. Les Américains n'ont tout simplement pas remarqué que nous avons réussi à transporter 43 000 personnes, les armes et tous les accessoires nécessaires à l'installation. Nous avons disposé les camions et les tracteurs au-dessus, alors que tout l'équipement militaire était dissimulé sous les ponts. Les agents de la CIA à Cuba rapportent qu'on a aperçu des soldats russes et des remorques de missiles dans les rues de la Havane. Washington n'en tient pas compte et considère que ce sont des rumeurs. Mais la CIA a remarqué l'accroissement du nombre de navires soviétiques à destination de Cuba. Le 14 octobre, un avion espion U-2 reçoit l'ordre de survoler l'île afin de découvrir ce qui se passe. Le lendemain matin, à Washington, le Centre d'interprétation photographique commence à analyser les photos prises par le U-2. Nous examinons les photos et nous remarquons les objets étrangers à l'environnement. Nous avons continué à chercher, puis nous avons dit « Oh, il s'agit d'un site de missiles balistiques SS-4 ». De concert avec les photo-interprètes, nous avons acquis la certitude qu'il s'agissait bien de cela. À 8h45, le 16 octobre, la CIA informe Kennedy qu'il ne fait aucun doute qu'il y a des missiles soviétiques à Cuba. Le président réunit ses conseillers à la Maison-Blanche. Nous ne nous sommes pas demandé bien longtemps pourquoi les Soviétiques faisaient cela, pourquoi ils l'avaient fait, car quelle qu'en soit la raison, ils l'avaient fait sournoisement. Ils avaient menti aux États-Unis. Divers messages et messagers laissant croire qu'ils n'installaient que des armes défensives à Cuba, alors que ces armes menaçaient clairement et directement notre sécurité. Les missiles à Cuba rendent les Américains plus vulnérables que jamais. Les Russes sont si près qu'ils peuvent frapper sans avertissement. Une première frappe aurait éliminé toutes les bases aériennes américaines, les bases de bombardiers, toutes les bases de missiles et toutes les grandes villes, à l'exception de Seattle, qui étaient hors de leur portée. Mais Washington, New York et Dallas auraient toutes été touchées. Nous avons discuté de la possibilité d'une frappe aérienne, qui a été à un moment ou à un autre le choix de tout le monde pour anéantir les missiles. Nous avons parlé d'une invasion de Cuba qui a toujours été privilégiée par la droite. Débarquer, reprendre Cuba à Castro et débarrasser l'île du communisme, tout en se débarrassant de ses missiles. Il y avait aussi l'approche diplomatique, bilatérale ou par l'intermédiaire des Nations unies, et un blocus ou une quarantaine, comme on l'a appelé plus tard. Aucune décision n'a été prise à cette première rencontre, mais s'il avait fallu voter, c'est la frappe aérienne qui aurait probablement fait l'unanimité. Robert Kennedy, le frère du président et son plus proche conseiller, craint que si les États-Unis attaquent sans préavis une petite île, l'opinion mondiale ne se tourne contre eux. Robert Kennedy, à juste titre selon moi, a fait l'analogie suivante. Le bombardement de Cuba, des bases à Cuba, serait comparé par le monde à celui de Pearl Harbor par les Japonais en 1941. Tandis que les discussions se poursuivent, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, et l'ambassadeur soviétique, Anatoly Dobrynin, acceptent enfin l'invitation de longue date de la Maison-Blanche.
Le président a abordé la question de la tension croissante entre nos deux pays engendrée par les livraisons d'armes soviétiques. Le président a dit « Nous sommes inquiets car notre propre sécurité est directement en cause ». Gromyko lui a répondu exactement ce qu'on m'avait ordonné de dire. Toutes nos livraisons, Monsieur le Président, sont de nature défensive. Si vous n'avez pas l'intention d'envahir Cuba, ne vous en faites pas, car toutes les armes sont défensives. Il est clair qu'il voulait nous tromper. Si les États-Unis ne réagissaient pas à cette tactique soviétique, comment cela allait-il influer sur l'attitude de nos alliés de l'OTAN? Comment verrait-il alors la garantie américaine de veiller à leur sécurité? Et quel en serait l'impact aussi sur le comportement futur de l'Union soviétique? S'il réussissait à nous duper une fois, ne pourrait-il pas recommencer? Pendant 2 jours, Kennedy reste à l'écart, s'occupant plutôt de la campagne électorale au Congrès. À Washington, ses conseillers tentent de trouver une solution. Il n'y avait pas de bonnes solutions. Elles étaient toutes incomplètes et risquées. Pour la première fois en 3 ans à la Maison-Blanche, je me réveillais au milieu de la nuit en me demandant avec angoisse quelle était la bonne approche. Qu'est-ce qui allait fonctionner? Qu'est-ce qui ne ferait pas sauter le monde? On décide finalement qu'il n'y aura pas de bombardement, mais plutôt un blocus. La marine va intercepter et fouiller tous les navires qui se dirigent vers Cuba. On qualifie le blocus de quarantaine. On croyait que la quarantaine convaincrait Khrouchtchev de la détermination du président de voir ce que ces missiles soient enlevés sans provoquer de riposte militaire. Mais dans le cas où la quarantaine ne marcherait pas, on se prépare à des frappes aériennes et on met sur pied une importante force d'invasion. Le président Kennedy est à Chicago. On le réclame maintenant à Washington. Les médias commencent à se douter de quelque chose. Le président Kennedy m'a appelé à 8 heures du matin et m'a demandé de le retrouver dans sa chambre. Il portait encore son peignoir. Il m'a dit « Je vous écris quelques notes. Vous allez convoquer une conférence de presse pour l'annoncer. » Le médecin adjoint de la Maison-Blanche, le docteur George Berkeley, a remarqué que le président avait la voix très enrouée. Ce matin, quand il a examiné le président, il a constaté qu'il était un peu fiévreux et qu'il souffre d'un léger problème respiratoire. Par conséquent, le président a annulé son emploi du temps pour le reste de la journée et demain, il va rentrer à Washington, à la Maison-Blanche. Bonjour à tous. L'intensification inhabituelle de l'activité top secret des militaires et des diplomates en fin de semaine à Washington laisse entrevoir l'imminence d'un événement majeur en politique étrangère américaine. L'attention se concentre sur les Caraïbes et une intervention possible contre Cuba. Dans l'après-midi, l'ambassadeur soviétique est convoqué de toute urgence chez le secrétaire d'État Dean Rusk. Dean Rusk a dit « Vous livrez des missiles à Cuba. Nous avons des photos de reconnaissance aérienne. C'est une menace à notre sécurité et il nous est impossible de l'accepter. » Dans 1 heure, à 19 heures, le président s'adressera à la radio et à la télévision au peuple américain et il va décrire la situation. Il veut que vous transmettiez le message au même moment à Khrouchtchev. À 19 heures, Kennedy annonce au monde la découverte des missiles soviétiques à Cuba et l'entrée en vigueur du blocus. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless,
and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction. La première réponse de Moscou arrive le lendemain matin. Khrouchtchev ne veut pas reculer. Dénonçant le blocus imposé à Cuba par les États-Unis comme un pas de plus vers la guerre thermonucléaire, l'Union soviétique a ordonné aujourd'hui à ses forces armées d'être sur le pied de guerre. Les forces du pacte de Varsovie, la contrepartie communiste de l'OTAN, ont aussitôt emboîté le pas. Pendant que les superpuissances se préparent à la guerre, Cuba annonce une alerte de combat. Plus d'un quart de million de citoyens se préparent à repousser l'invasion américaine. S'ils avaient envahi notre pays, j'étais convaincu que les États-Unis couraient le risque grave de passer à la deuxième étape. Une frappe nucléaire aérienne contre l'Union soviétique. La flotte américaine encercle maintenant Cuba. Les navires soviétiques maintiennent le cap. La confrontation semble imminente. Kennedy veut un contact direct avec Moscou. Il envoie son frère Robert rencontrer en secret l'ambassadeur soviétique. Il a dit « Votre gouvernement a-t-il ordonné au capitaine des navires de faire demi-tour parce que Kennedy a imposé la quarantaine ?» J'ai répondu « Non, nos capitaines n'ont pas reçu de tels ordres. Et autant que je le sache, ils ont reçu l'ordre de continuer vers Cuba. » Selon la loi internationale, vous n'avez pas le droit d'arrêter nos navires dans les eaux internationales. Vous ne pouvez pas tracer une ligne imaginaire qui ne peut être franchie, c'est contre la loi. Il a répondu « Eh bien alors, je ne sais pas où cela va nous mener. » Le Pentagone affirme que les États-Unis sont résolus à couler tous les navires du bloc communiste en route vers Cuba, qui refuseront de s'arrêter et de subir une fouille comme l'impose le blocus. En outre, on recourra à la force s'il le faut pour stopper et fouiller n'importe quel navire de n'importe quel pays en route vers Cuba. Je crois que c'est à ce moment qu'on a vraiment retenu notre souffle. Je me souviens que j'étais dans la salle des nouvelles à préparer le bulletin suivant et que je tapais à la machine les doigts croisés presque littéralement. Allons voir ce qui se passe au Pentagone, où l'on retrouve Charles Fran. Charles, y a-t-il du nouveau sur la position de ces navires soviétiques ou sur ce qui se passe? Walter, nous n'avons pas de nouvelles depuis maintenant plusieurs heures à propos de la confrontation entre les navires américains et soviétiques. La tension est extrême. Les gens se préparent à un éventuel holocauste nucléaire. Dans tout le pays, la population se rue vers les supermarchés. Nous avions une salle de rangement là où sont les chaudières de chauffage et nous nous demandions si on pouvait la transformer en une sorte d'abri nucléaire. Nous apprenions pour la première fois de combien de temps nous disposions après l'explosion avant que les gaz mortels, la chaleur suffocante et ainsi de suite nous atteignent. Les dirigeants soviétiques tentent de dissimuler la crise à leur population, mais la nouvelle se répand. Les gens sentaient venir la guerre et ils étaient très tendus. Je me souviens que mes parents se sentaient condamnés. Ils comprenaient que cette guerre ne serait pas comme les autres, que ce serait une guerre avec des bombes atomiques. Voici un bulletin spécial du service des nouvelles de CBS. Eh bien, ce matin, il semblait que nous nous dirigions vers un conflit armé entre les bateaux soviétiques et les navires de guerre américains sur les routes maritimes qui mènent à Cuba. Mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de confrontation et un certain espoir a vu le jour lorsqu'on a parlé de négociations. Presque au dernier moment, les navires chargés de missiles semblent avoir ralenti ou ils ont changé de cap.
Ce soir-là, alors que Kennedy dîne avec des amis à la Maison-Blanche, on propose un toast pour célébrer l'événement. Kennedy refuse en disant « La partie est loin d'être terminée ». À 21h24, le ministère des Affaires étrangères reçoit une lettre de Khrouchtchev destinée au président. Khrouchtchev rejette toutes les exigences de Kennedy. Les missiles déjà installés à Cuba sont prêts. Pour la première fois de son histoire, le commandement aérien stratégique des États-Unis passe au stade de défense DEFCON 2. Au stade suivant, DEFCON 1, c'est la guerre. Peu après l'aube, le matin du 25 octobre, Kennedy ordonne l'interception du Bucarest, un pétrolier soviétique. Il sait qu'il est impossible qu'un pétrolier puisse transporter des missiles, mais cela va démontrer à Khrouchtchev qu'il est fermement déterminé. Cet après-midi-là, aux Nations Unies, Adlai Stevenson confronte son vis-à-vis soviétique, l'ambassadeur Zorin. Très bien, monsieur. Laissez-moi vous poser une simple question. Niez-vous, monsieur l'ambassadeur Zorin, que l'URSS a installé et soit en train d'installer des missiles à portée moyenne et intermédiaire sur des sites à Cuba? Oui ou non? N'attendez pas la traduction. Oui ou non? Je ne suis pas devant un tribunal américain, monsieur. Et par conséquent, je ne désire pas répondre à une question qui m'est posée comme le ferait un procureur. En temps et lieu, monsieur, vous aurez votre réponse. C'est le tribunal de l'opinion mondiale, et vous pouvez répondre par oui ou non. Vous avez nié leur existence, et je veux savoir si je vous ai bien compris. Tandis que l'ambassadeur soviétique tergiverse, on apporte les photos du U-2 dans la salle pour que le monde entier les voie. Alors que le travail continue sur les sites de lancement de missiles à Cuba, les préparatifs de la force américaine d'invasion s'intensifient en Floride. Les Américains se préparent à une guerre conventionnelle. Ils ignorent que les forces soviétiques sont équipées de missiles tactiques à courte portée, à ogive nucléaire, prêts à détruire tout envahisseur. S'ils avaient tenté une invasion avec les marines ou les forces aéroportées, les pertes auraient été énormes. Nous aurions combattu jusqu'au dernier soldat, jusqu'à la dernière cartouche. Il n'y avait pas de retraite possible. Le 26 octobre, le commandant militaire soviétique m'a informé de la situation. Il m'a dit, le régiment des forces aériennes est prêt. Les missiles sol-air sont prêts. L'unité tactique de missiles nucléaires est prête. Les missiles sont prêts. Le 26 octobre, alors que la tension monte, Kennedy reçoit un télégramme de Khrouchtchev. Le paragraphe le plus important se lit « Monsieur le Président, vous et moi tirons sur une corde avec un nœud au milieu. Plus nous tirons, plus le nœud se resserre jusqu'à ce qu'il faille le couper avec une épée. Pourquoi ne pas relâcher tous les deux la tension et peut-être pourrions-nous alors défaire le nœud ?» Khrouchtchev poursuit en proposant aux États-Unis que s'ils déclarent ne pas vouloir envahir Cuba, la présence de nos spécialistes militaires à Cuba ne sera plus nécessaire. Il semble enfin que les esprits échauffés se calment. Le lendemain matin, tout change. Khrouchtchev tente d'obtenir une entente plus avantageuse. Il exige un échange. Ses missiles à Cuba contre les missiles américains en Turquie. Khrouchtchev s'est dit que si le retrait de Turquie pouvait être inscrit dans un accord général entre les deux camps,
Cela serait bien meilleur pour l'Union soviétique. Bien mieux qu'une simple décision par les États-Unis de ne pas attaquer Cuba. Le président Kennedy est prêt à retirer les missiles américains de Turquie. Mais ils font partie de l'arsenal de l'OTAN. Il ne peut rien promettre à Khrouchtchev. Tandis que Kennedy évalue la situation, il apprend que la crise vient de nouveau de s'aggraver. Poursuivant les vols de reconnaissance continus, un avion espion U-2 américain survole un site soviétique antiaérien dans la partie est de Cuba. Cette fois, le commandant soviétique donne l'ordre de lancer un missile sol-air contre lui. Le commandant de division, le lieutenant-colonel Gretchkov, a reçu l'ordre de liquider la cible. Si nous n'avions pas abattu un avion qui avait photographié toutes nos bases, cela aurait permis à l'ennemi de nous détruire. Selon la consigne, si un U-2 était abattu, nous devions aussitôt bombarder et détruire ce site de missiles sol-air. Le président Kennedy a annulé cet ordre. Il a dit « Ne bombardez pas ce site de défense antiaérienne. J'ai besoin de temps pour négocier avec Khrouchtchev. » La guerra se desata. Parecía inminente. Une guerre semblait imminente. O por lo menos un ataque. Une première frappe pouvait survenir à tout moment. Je me suis dit, si Cuba se trouve dans une guerre aussi désastreuse, nous serons rayés de la carte. Castro envoie un message à Khrouchtchev. Il affirme qu'une attaque américaine doit être déclenchée dans quelques heures et que lorsqu'elle le sera, l'Union soviétique devrait riposter immédiatement avec une frappe d'anéantissement. À Washington, Kennedy tente encore d'éviter une guerre mondiale. Bobby Kennedy a eu cette idée brillante. Il a dit « Ne retenons du télégramme de Khrouchtchev que les passages qui nous plaisent et faisons semblant que le reste n'existe pas. » John et Bobby Kennedy ont concocté exactement cette réponse à Khrouchtchev. Elle passait sous silence l'affaire du U-2, le message de Moscou qui avait un ton très guerrier, vous savez, etc., etc., et disait simplement « Nous comprenons le sens de vos propositions et nous sommes à l'écoute des passages qui nous plaisent. » On a peu confiance que ce stratagème fonctionne. Les plans d'invasion se poursuivent. La tension ce samedi soir était extraordinaire parce qu'on devait déterminer à quelle heure nous allions envahir Cuba le lendemain et si nous allions bombarder ces régions. Kennedy a débuté la réunion en disant « Écoutez, aucun de vous n'est allé chez lui depuis au moins 6-7 jours. Je veux que vous rentriez tous chez vous ce soir. Revenez demain matin, dimanche matin, et nous prendrons la décision. » Il quitte la Maison-Blanche en craignant que l'Amérique ne soit bientôt engouffrée dans une guerre nucléaire. Une guerre impossible à arrêter une fois déclenchée. C'était une nuit de toute beauté, une vraie nuit d'automne à Washington. Je sortais du bureau ovale du président et en sortant, j'ai pensé que je ne revivrais peut-être plus d'autres samedi soir. Kennedy envoie son frère à une autre rencontre avec l'ambassadeur soviétique. Il est venu vers moi et m'a dit « La situation est très tendue. Vos missiles viennent d'abattre notre avion. Nos généraux exigent que nous ripostions. Si nous commençons à bombarder, vous allez répliquer. Que pouvons-nous faire ?» J'ai répondu « Et la Turquie ?» Il a réfléchi un instant et a dit « Vous savez, si c'est la seule condition qui nous empêche de conclure une entente, alors j'ai l'assentiment du président pour vous dire que nous acceptons. » Nous ne pouvions pas les retirer à la pointe du fusil, sous la menace. Nous ne pouvions pas les retirer unilatéralement parce qu'il s'agissait de bases de l'OTAN. Mais nous lui avons donné l'assurance qu'elles seraient retirées pourvu que les Russes n'en parlent pas. À mon avis, c'est ce dernier élément qui nous a poussés à accepter les termes de Kennedy, selon lesquels il garantissait qu'il n'y aurait pas d'attaque contre Cuba. Mais
qu'en revanche, les Soviétiques devraient retirer toutes les armes offensives de Cuba. Craignant que ce soit la dernière chance d'éviter la guerre, Khrouchtchev envoie un message à Radio Moscou, dans lequel il accepte les termes de Kennedy. Le message est diffusé dans le monde entier. Le gouvernement soviétique a ordonné le démantèlement des missiles à Cuba, ainsi qu'à leur retour en Union soviétique. Radio Moscou, 9h ce matin, M. Khrouchtchev remballe ses missiles et les renvoie au pays. La première nouvelle que j'ai entendue dimanche matin au réveil provenait de cette émission de Khrouchtchev sur les ondes libres. Les missiles soviétiques allaient être retirés sous inspection et la crise était terminée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de croire que le monde a échappé à la plus terrible menace d'un holocauste nucléaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous étions furieux. Comment l'avons-nous appris? Par la radio, dans la matinée du 28. Ils ont diffusé qu'un accord avait été conclu entre l'URSS et les États-Unis, que Kennedy avait offert une garantie à Khrouchtchev. C'était vraiment un accord honteux. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il puisse faire une telle chose. Le monde entier avait l'impression que Khrouchtchev avait perdu parce qu'il avait cédé à la pression d'un président fort, qu'il avait tout retiré de Cuba sans rien obtenir en retour. Personne ne connaissait l'accord sur les missiles en Turquie. Si vous me demandez qui a gagné ou qui a perdu, je dirais ni Kennedy ni Khrouchtchev. Sous étroite surveillance américaine, les navires soviétiques ramènent les missiles chez eux. Il est indubitable que sans cet accord, et si nous avions envahi Cuba, il y aurait eu une guerre nucléaire et le nombre de personnes qui auraient été tuées dans le monde aurait été absolument désastreux. Ça a été la crise la plus importante du XXe siècle et le fait que Kennedy l'ait résolue avec Khrouchtchev est vraiment important, car nous sommes à leur entrée dans un monde complètement différent.